Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la pneumologie qui va s'intéresser aux granulomatoses pulmonaires exogènes. Donc, comme introduction à ce cours, c'est une infection profonde qui peut toucher les alvéoles et le parenchyme. C'est pour cela on les appelle aussi les pneumopathies d'hypersensibilité. Donc, ça peut toucher les alvéoles et ainsi. Donc, ça rentre dans le cadre des PID, des pneumopathies infiltrantes diffuses, parce que ces atteintes peuvent évoluer vers la fibrose. Et donc, puisqu'on a mentionné l'hypersensibilité, c'est l'allergie. Donc, l'asthme, si vous vous rappelez, on l'avait vu, c'était dans le cadre des atteintes bronchiques qui se manifestaient par des exacerbations, râles sibilants, obstructions. Les granulomatoses, par contre, elles se manifestent par des alvéolites et des atteintes profondes qui vont donner d'autres manifestations, notamment syndrome de condensation, troubles restrictifs, obstructifs, etc. Donc voilà. Donc, ce sont des pneumopathies d'hypersensibilité. Et ça va nous donner des alvéolites allergiques extrinsèques. Donc, ça veut dire qu'il y a une allergie à un agent exogène. Mais les atteintes systémiques, comme la sarcoïdose, des granulomatoses, mais d'origine endogène. Donc, c'est une atteinte pulmonaire, inflammatoire, et qui peut être accompagnée par une fibrose. Et donc, la fibrose, c'est le dernier stade de ces atteintes, qui touche les petites voies aériennes et le parenchyme. Donc, c'est pour cela qu'elle rentre dans le cadre des pneumopathies infiltrantes, parce qu'elle touche l'interstitium. Donc, bien sûr, qui dit allergie, on a besoin de l'inhalation de quelque chose qui est allergique, donc un allergène. Donc, elle est secondaire à une réponse exacerbée. Donc, c'est la réponse inflammatoire face à un antigène, aussi appelé allergène. Donc, on doit être préalablement sensibilisé. Donc, c'est le mécanisme d'allergie. Le premier contact, sensibilisation, synthèse d'anticorps, et ensuite le deuxième contact, il fera la réaction inflammatoire. Et l'évolution, spontanément, elle peut évoluer vers une fibrose. Donc, fibrose interstitielle diffuse dans le cadre des PID. On va voir dans le cours des pneumopathies infiltrantes diffuses l'évolution naturelle de chaque atteinte alvéolaire. Donc, les pneumopathies d'hypersensibilité sont difficiles à déterminer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étiologies qui peuvent induire les atteintes alvéolaires. Donc, soit les atteintes et les expositions aux métaux lourds, dans le cadre des pneumoconioses, ou bien dans le cadre des maladies du système. Et c'est pour ça que ça devient difficile de mettre en évidence l'agent causal. Qu'est-ce qui a causé cette alvéolite? Bien sûr, l'incidence cumulée est estimée entre 1,2 et 1,9 sur 100 000 patients, sur 100 000 individus. Et les pneumopathies d'hypersensibilité représentent la troisième cause des PID. Donc après la fibrose pulmonaire idiopathique et les PID associés aux connectivités, donc les maladies du système. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être capable aussi de reconnaître les pneumopathies d'hypersensibilité parce que comme on a vu, comme on va voir, c'est aussi une cause fréquente de fibrose et donc insuffisance respiratoire. Donc bien sûr, qui dit allergie, ça veut dire que les facteurs de risque, c'est à peu près la même chose que l'asthme. Donc rappelez-vous, on avait vu les facteurs prédisposants, les facteurs favorisants et les facteurs aggravants. Donc, une des facteurs de risque individuels est génétique. C'est comme les facteurs prédisposants. Donc, l'hyperréactivité non spécifique ou bien l'atopie. Donc, génotype fortement producteur de tumor necrosis factor alpha, c'est comme l'atopie, un terrain d'atopie, un terrain prédisposant à faire une réaction inflammatoire sévère. Ensuite, nous avons des facteurs liés à l'exposition. Bien sûr, l'allergie, on a besoin d'un allergène. Donc, concentration en micro-organismes, plus durée quotidienne d'exposition, ça va induire une réaction inflammatoire de plus en plus sévère. Quelqu'un qui est exposé pendant toute sa vie par exemple, aux champignons, ce n'est pas comme quelqu'un qui est exposé une fois par semaine. Donc, les deux ne feront pas les mêmes lésions. Et les autres cofacteurs, les facteurs aggravants, le tabac, le diabète, etc., mais surtout le tabac, il semble être un facteur protecteur au début, mais le moment où l'individu il développe la pneumopathie d'hypersensibilité et l'allergie à l'alvéolite face à cet allergène, il péjore le pronostic, donc il rend la lésion plus grave. Donc, la symptomatologie, on distingue le tableau clinique aigu bien chronique. Aigu, c'est le syndrome alvéolaire, syndrome de condensation. Donc, on peut avoir un syndrome pseudo-grippal, donc rhinite, sinusite, etc. Donc, époulement, donc les symptômes, le toux, etc.
donc toux et dyspnée, fièvre, et le pic des symptômes peut être atteint entre 6 à 24 heures. Elles peuvent durer jusqu'à quelques jours et récidive lors des réexpositions. Cette notion est très importante parce que c'est un élément qui pourra nous orienter vers la cause de ce tableau clinique. Parce que lors de notre interrogatoire, en demandant au patient, par exemple, s'il part en vacances, il va nous raconter une notion de disparition de cette atteinte. Donc ça nous oriente que le problème, il siège au niveau de son environnement. Et c'est pour cela, si on retranche l'individu de son environnement, on remarquera une disparition des symptômes. Mais avec le temps, s'il fait des répétitions, des alvéolites inflammatoires à répétition, ça peut évoluer vers une dyspnée sévère. Parce que l'alvéolite, ça va évoluer vers la fibrose, des pertes capitale pulmonaire et donc dyspnée sévère et insuffisance respiratoire. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention face à ces tableaux cliniques. Parce que, comme on a vu au niveau de l'asthme, on avait l'asthme standard qui pouvait se manifester pas juste par une toux, mais on avait aussi l'asthme aigu grave qui pouvait se manifester d'une manière suraiguë par une létalité importante. Donc, même à ce niveau-là, l'alvéolite, elle peut être minime, comme elle peut être majeure et induire même un tableau de dyspnée, de l'insuffisance respiratoire aiguë qui peut engendrer le décès. Et on a ensuite la forme chronique. La forme chronique, elle se manifestera surtout par des symptômes qui sont qui durent de manière longue, comme la toux et la dyspnée, et peut être aussi remarquée par une fatigue et un amaigrissement, parce qu'on est dans le cadre d'une insuffisance respiratoire chronique, possiblement. Et elle peut durer quelques mois jusqu'à des années. Et c'est à ce niveau-là, surtout si la lésion elle dure plus de 6 mois, on peut commencer à remarquer la fibrose. Et on va voir la conséquence de la fibrose en ce qui concerne le parenchyme pulmonaire et le capital alvéolaire. Donc, c'est pour cela qu'on va classifier en deux types. On distingue les PHS qui sont moins dangereuses et qui n'engendrent pas de fibrose. Donc, elles incluent la forme aiguë et subaiguë, et dont les symptômes ne durent pas plus de 6 mois. Et la caractéristique majeure, c'est qu'il n'y a pas de fibrose. Donc, ça veut dire que le moment où on retranche l'individu de son exposition, ça veut dire que le poumon, il va revenir normal et il n'aura pas de symptômes chroniques. Parce que la fibrose, on connaît très bien qu'elle est irréversible. Sinon, le deuxième type des PHS, c'est celles qui sont fibrosantes. Et on distingue, ce sont les symptômes évoluant depuis plus de 6 mois, donc chroniques, avec la présence de fibrose. Cette présence, on peut la remarquer soit en radiologie, ou bien lors de l'exploration fonctionnelle respiratoire, ou bien à la clinique. À la clinique, on lui demande la durée, et ça nous oriente vers très probablement cet individu a commencé à développer la fibrose pulmonaire. Donc les moyens diagnostiques des PHS, des pneumopathies d'hypersensibilité ou bien les granulomatoses pulmonaires exogènes, il n'y a pas de test spécifique. Parce que comme on va voir, on peut faire l'allergie à n'importe quel élément. Donc pas de test ou biomarqueur spécifique, c'est quelque chose qu'on doit trouver à l'interrogatoire. Par exemple, on va lui demander quelle est votre profession, il va nous dire infirmier. Ça nous oriente vers probablement quelque chose avec un lien avec les animaux ou bien le bétail et autre chose. Donc le diagnostic positif, il est basé sur un faisceau d'arguments. Il n'y a pas un seul test. Il y a le prick test qui peut nous montrer qu'il s'agit d'une allergie, mais ce n'est pas suffisant pour incriminer l'agent causal. Donc c'est un faisceau d'arguments qu'on va regrouper. Donc l'anamnèse, l'interrogatoire, l'examen clinique, radiologique, fonctionnel, et ensuite l'immunologie et histopathologie. Lors des ponctions ou bien lavage broncho-alvéolaire, on aura des éléments en faveur. Et tous ces arguments nous permettent de dire cet individu, cette PID que présente l'individu est probablement due à cet allergène X ou Y. Et donc, pour résumer, les meilleurs moyens de dépister, c'est une association du lavage broncho-alvéolaire pour voir l'infiltration lymphoplasmocytaire et le scanner. Le scanner qui va nous montrer le degré des atteintes et nous permet de stadifier. On va voir comment stadifier les atteintes. Donc ce sont les outils non invasifs les plus utiles dans ce cas. Donc le diagnostic positif, comme on a dit, il commence dès l'anamnèse. À l'interrogatoire, le tableau des PID, d'abord la clinique, qu'est-ce qu'on trouve? Fièvre, dyspnée, syndrome pseudo-grippal. D'une manière subaiguë, on peut trouver le syndrome bronchique associé, donc l'asthme,
Donc, dyspnée avec les râles sibilants et des expectorations, il peut être associé. On peut avoir les râles crépitants parce qu'on a une alvéolite, donc les alvéoles sont encombrées, diffus aux deux bases. Réapparition des épisodes 4 à 10 heures après l'élimination de l'antigène. Ça veut dire que l'atteinte alvéolaire, elle est tardive. Parce qu'on va voir qu'elle est de type lymphocytaire. Elle n'est pas de type comme l'asthme. Même l'asthme, il avait deux types. L'asthme, s'il était d'origine éosinophile, il était immédiat. Mais les formes d'asthme qui étaient lymphocytaires, elles aussi, étaient graves. Mais elles étaient tardives. Donc c'est une caractéristique de ces atteintes, c'est que lorsqu'elles sont de type lymphocytaire, ils apparaissent tardivement. Donc le tableau de fibrose interstitielle diffuse, on va voir la dyspnée chronique et la toux sèche. Donc ça veut dire que la fibrose s'est déjà installée et donc nous avons déjà le trouble ventilatoire. À la radiologie, on peut avoir des opacités micronodulaires diffuses, ce qui témoigne du syndrome alvéolaire ou bien le syndrome interstitiel. Donc c'est l'un des deux syndromes qu'on peut trouver. C'est la caractéristique des PID. Au scanner, on peut voir l'image en vert dépoli, réalisant un aspect en mosaïque, donc des zones qui ne sont pas atteintes et des zones qui ont des opacités diffuses. Voilà l'aspect en vert dépoli. Et on peut la stadifier. Comment on stadifie? On stadifie. Donc, Adna, le stade 1, on remarque seulement des nodules, donc stade 1 centrolobulaire surtout. Au niveau du stade 2, on va voir un aspect en mosaïque, c'est ce qu'on remarque ici, diffus. Donc, Adna, des régions intactes et des régions qui sont envahies par l'infiltration lymphoplasmocytaire, etc. Et le stade 3, c'est le dernier stade où, logiquement, on aura de la fibrose. Et la fibrose, comment elle se manifeste? Donc, l'aspect en mosaïque, vert dépoli, donc des régions intactes, hypodenses, et des régions denses, où il y a l'infiltration, l'inflammation, etc. Bien sûr, les stades, on a le premier, c'est le stade d'alvéolite, on a des nodules, et il est bien sûr réversible. Et même le deuxième stade en mosaïque, il est réversible. Stade de l'alvéolite. Mais le moment où nous avons la fibrose, c'est irréversible. Les lésions deviennent définitives. Et la fibrose, elle va s'associer de plusieurs lésions. Les lésions associées seront de type emphysème, comme on le remarque ici, des bulles d'emphysème, avec la dilatation des branches. Regardez ici la taille des branches à ce niveau-là. Le poumon droit et les branches qui sont dilatées, et même au niveau du poumon gauche, on remarque cette dilatation. Elle est clairement visible. Donc, les lésions atteintes, ça livre le passage à des complications graves. Notamment, à votre avis, Akram, à ton avis, le bulle d'emphysème, quelle est la complication qu'elle peut donner? Les complications qu'elle peut donner. Pneumothorax par rupture des bulles d'emphysème. Très bien. Quoi d'autre? La bulle d'emphysème, c'est une cavité, c'est le syndrome cavitaire. Donc, ça livre le passage à quoi? Surinfection, ou bien greffe tuberculeuse, ou bien greffe aspergillaire, zidni, شنوخر. عندك dilatation des branches. Dilatation des branches peut donner quels symptômes? Ah, broncho chronique, mais quoi d'autre? شي حاجة اللي plus grave à أكرم. Ah, DDB, ah, DDB. DDB كيفاش كيكونوا les artères ديالهم؟ واش كيكونوا مزيانين ولا ils sont fragilisés؟ Fragilisés. Donc qu'est-ce qui peut se passer un jour؟ شي واحد دار effort ومن بعد بدا وقعت لي une crise. Qu'est-ce qu'il va faire غالبا؟ L'hémoptysie, très bien. Donc هادو les complications qui peuvent survenir. Donc هانت خرجتيهم كاملين. Donc bien sûr, comme on l'a dit à la radiologie, ça nous permet de stadifier. Le stade 1, on remarque seulement des nodules, des limites, les diffus. Le stade 2, c'était l'aspect en verre dépoli, donc mosaïque. Et le stade 3, c'était la fibrose associée aux lésions secondaires, les bulles d'emphysème et les DDP. Chez Akram. Akram. Ah, ouais. À l'exploration fonctionnelle, comme on a dit, on aura cette fois un syndrome restrictif. Parce que bien sûr, la fibrose, avec le temps, ça va diminuer la capacité l'augmentation le poumon, donc il ne peut pas accueillir le même volume. Et donc c'est le syndrome restrictif dans ce cas.
avec bien sûr une hypoxémie et hypocapnie. Parce qu'on va perdre un capital alvéolaire. Donc ça veut dire la diffusion, elle va diminuer et donc les échanges gazeux vont diminuer. Donc hypoxémie, hypocapnie. C'est le tableau des pneumopathies infiltrantes diffuses, évolutives. Parce qu'on va voir que l'une des étiologies des pneumopathies infiltrantes diffuses, c'est les pneumopathies d'hypersensibilité. Donc l'allergie profonde, les alvéoles. Et l'asthme, c'était l'atteinte bronchique. C'est bon? Voilà. Donc l'aspect anatomique, comme on a dit, au début, nous avons la bronchoalvéolite, donc l'atteinte alvéolaire, avec parfois des vascularites qui peut donner des thromboses. Donc c'était la lésion initiale. Et petit à petit, il y a de l'inflammation et le granulomatose au niveau des alvéoles et l'interstitium, ça veut dire le parenchyme pulmonaire, ça peut évoluer vers la fibrose. Secondairement, donc granulome à centre clair, interstitiel et alvéolaire. Donc ça peut toucher soit l'interstitium, donc dès que les alvéoles, ou bien les alvéoles elles-mêmes, elles seront infiltrées. Infiltration lymphoplasmocytaire, comme on le remarque ici. Et la finalité de cette atteinte, c'est la fibrose. Donc FID, qui va induire les complications graves sur la fonction pulmonaire. Donc l'insuffisance respiratoire chronique, hypoxie, etc. Donc le caractéristique qu'on remarque à la fin. Donc, les études qui nous permettent d'orienter vers les granulomatoses. Donc, on peut faire une étude immunologique. On peut trouver l'antigène face à l'anticorps de l'antigène X ou Y. Mais bien sûr, l'étude immunologique, on ne peut pas la faire غير هكاك. Elle se fait après une clinique qui nous oriente vers X ou Y agents. Par exemple, l'étude immunologique, on ne peut pas la faire à n'importe quel antigène. On va la faire lorsqu'on suspecte une allergie, par exemple, aux champignons. Donc, on va chercher les anticorps contre les champignons. On ne peut pas faire une étude à l'aveugle, parce que ça va revenir à être inefficace, parce que sinon, on va tester plusieurs choses. L'étude immunologique est réservée lorsqu'on suspecte X ou Y. On peut aussi faire l'étude de la cellularité du lavage broncho-alvéolaire. Et donc, on va trouver une hyperlymphocytose. Normalement, le lavage broncho-alvéolaire, il devrait contenir seulement les polynucléaires. Polynucléaires? Oui, oui. La plupart des cellules étaient les polynucléaires, les macrophages à poussière, les cellules à poussière, les macrophages alvéolaires. Mais lorsqu'on a cette infiltration, on aura une augmentation des globules, des lymphocytes. Et le rapport CD4 sur CD8, il est inférieur à 8. Ça veut dire une prédominance des lymphocytes CD8. C'est très important. C'est une caractéristique de la granulomatose exogène. Parce qu'on va voir que certaines étiologies des granulomatoses endogènes, on va trouver une prédominance CD4. Donc c'est un élément qui nous oriente, ça aussi. L'étude de la cellularité du liquide broncho-alvéolaire. On va voir qu'il y a une augmentation à prédominance CD8. C'est bon? On va voir le cours de sarcoïdose par exemple. Sarcoïdose, il a une prédominance CD4. Donc ce sont des éléments en faveur, rappelez-vous. Parce que les diagnostics, on ne peut pas les faire par un examen unique. C'est par un faisceau d'arguments. Donc on a la clinique qui est en faveur, l'anamnèse qui est en faveur, les examens complémentaires qui sont en faveur. Ce n'est qu'après tous ces arguments réunis qu'on va incriminer un agent causal. Et donc, ce sont tous les arguments qu'on peut trouver. Voilà. L'évolution, bien sûr, elle va évoluer vers la fibrose, en absence de soustraction, donc par l'inflammation chronique à répétition, ça va induire la fibrose. C'est comme le tableau de l'asthme vieilli. L'asthme vieilli, كان كيعطينا la BPCO au niveau des bronches, rappelez-vous. La pneumopathie et d'hypersensibilité, elle va nous donner la fibrose au niveau des alvéoles. Donc c'est la fibrose interstitielle diffuse et qui va nous donner le tableau d'insuffisance respiratoire chronique. Hypoxie, dyspnée, troubles ventilatoires restrictifs, etc. Voilà. Donc, le diagnostic positif. Maintenant, comment mettre en évidence l'agent causal, le diagnostic étiologique? Donc, on distingue grossièrement trois types d'antigènes qui peut donner de l'atteinte. Donc, soit les micro-organismes et les moisissures, comme les champignons, comme les parasites ou bien autre chose. On distingue les protéines animales et les insectes, les acariens, les autres choses.
et finalement les composés chimiques, les composés synthétiques. Bien sûr, la liste, il y a plusieurs étiologies, donc c'est très difficile de directement trouver l'agent causal. C'est pour cela, lors de nos tests, on va enlever, par exemple, le groupe 1 et 3, et on va tester les étiologies qui le groupe 2. Donc, il y a plusieurs antigènes, par exemple, l'allergie aux plumes de canard, aux déjections de pigeons. C'est difficile de mettre en évidence exactement quelle est la cause. Et donc, c'est pour cela, il faut rester systématique. Il faut avoir une stratégie pour éliminer un groupe de symptômes, un groupe d'étiologies, et ensuite tester le reste. Pour diminuer, voilà, pour facilement être capable d'incriminer l'agent causal. Et il faut faire attention que les pneumopathies d'hypersensibilité, elles deviennent de plus en plus fréquentes de nos jours, et on trouve des étiologies de plus en plus rares. Par exemple, l'allergie à quelque chose est vraiment très difficile à trouver. Et il faut savoir que dans ce cas, les pneumopathies d'hypersensibilité, si on ne trouve pas la cause, on va la classifier comme idiopathique. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas la classifier en idiopathique. On veut trouver la cause. Donc c'est pour cela que notre interrogatoire, il doit être le plus poussé que possible pour trouver l'agent rare. Parce que c'est possible d'avoir l'allergie de n'importe quoi. Voilà. Donc les étiologies, voici une liste, un exemple. Donc bien sûr, là, vous regardez qu'il y a tellement d'agents causaux. Donc imaginez avec moi comment le diagnostic, il peut être difficile. Mais bien sûr, si on a une démarche systématique, ça va la rendre de plus en plus facile de trouver l'agent. Donc voici quelques éléments qui peuvent nous orienter. On parle maintenant de certains cas, comme la maladie du fermier, du poumon de fermier. L'antigène, c'est les spores d'actinomycètes. C'est quoi les spores d'actinomycètes? Ce sont des champignons liquidés au niveau du foin moisi. Absidia corymbifera. Donc c'est un champignon. Et donc le fermier, il commence à développer des pneumopathies, surtout dues à ce champignon. Donc on va lui demander quelle est votre profession. Il va nous dire fermier. Donc ça peut nous orienter vers la cause de cette granulomatose pulmonaire exogène. Et donc l'anticorps précipitant anti-foin, c'est lui qu'on peut trouver au niveau de la sérologie. Il y a les maladies d'éleveurs d'oiseaux, donc l'allergie aux plumes, aux déjections, aux squames, etc. Donc antigènes protéiques, comme déjection de pigeons, pigeons perroquets, perruches, etc. Il y a aussi d'autres affections, l'allergie au coton, on parle de bicinose, l'allergie au liège, subérose, l'allergie aux résidus de canne à sucre, et qui peut donner des manifestations profondes au niveau des alvéoles et le parenchyme, etc. Donc les exemples, il y en a plusieurs. Maladie des enzymes détergentes, donc aux produits chimiques. Les exemples sont plusieurs. C'est pour cela, comme rappel, il faut être très rigoureux dans notre interrogatoire et l'anamnèse afin d'être capable de nous orienter le mieux possible. Parce que puisque la liste elle est très longue, on ne peut pas tout tester. C'est pour cela qu'il faut être le plus précis afin de faciliter notre tâche. Voici d'autres exemples qui peuvent nous montrer que l'allergie elle peut se faire face à n'importe quel élément. Les moisissures, les plumes de canard, etc. Donc voilà, les diagnostics différentiels principaux, ce sont les granulomatoses endogènes. Et donc ce sont les maladies de système, comme la sarcoïdose, on va voir, la sclérodermie, la maladie de Langerhans, etc. L'histiocytose, lymphoplasmocytaire, Kishimoto-Briche. Donc c'est une différence. Ce qui va nous permettre de faire la différence, principalement, c'est qu'il n'y a pas de notion d'exposition à quelque chose qui le rend. Ça veut dire que c'est une atteinte qui ne dépend pas d'elle, une exposition à quelque chose. Lors de notre anamnèse, même lorsque par exemple l'individu il change d'environnement, il présente toujours les lésions. Donc ça peut nous orienter que l'origine est probablement endogène. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est le poumon cardiaque, donc une atteinte pulmonaire par un trouble cardiaque, comme le rétrécissement mitral. Rappelez-vous, le rétrécissement mitral ou bien les cardiopathies gauches, elles pouvaient donner un retentissement au niveau du poumon et qui pouvait se manifester par une fibrose. Et donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas être limité à des atteintes pulmonaires pures, parce qu'il y a un lien très intime entre le fonctionnement des deux organes et les organes en général, tous les organes. Par exemple, une atteinte cardiaque peut retentir au niveau du foie. Une atteinte hépatique peut retentir sur le poumon, etc.
Les miliaires froides, tuberculose, ça peut elle aussi donner un tableau de pneumopathie interstitielle diffuse, mais d'origine tuberculeuse. Donc c'est pour cela, au gène expert par exemple, on va trouver une tuberculose positive. Les pneumoconioses, les pneumoconioses, on va voir, c'est un autre type d'atteinte. Et les pathologies tumorales, notamment les lymphangites carcinomateuses, etc. Donc, il y a les diagnostics différentiels qu'il faut éliminer avant de penser aux PHS, les pneumopathies d'hypersensibilité, ou bien les granulomateuses endogènes, donc voilà, les granulomateuses pulmonaires exogènes, désolé, exogènes. Donc, au final, les atteintes, c'est bien sûr, c'est une discussion pluridisciplinaire. Donc, ça doit intéresser le pneumologue, radiologue, pathologiste, etc. Parce que c'est difficile, comme on a vu, de mettre en évidence un seul agent causal. Surtout que les diagnostics sont surtout des diagnostics d'élimination qui viennent en dernier lieu. Ça veut dire qu'on doit éliminer ce qui est endémique dans notre pays, notamment la tuberculose, ce qui est de très grave, notamment le cancer, pour au final penser à un allergène qui a induit l'atteinte profonde. Parce que réellement, l'allergie, elle donne surtout les manifestations asthmatiques, donc bronchiques. Et donc, pour mettre en évidence les atteintes pulmonaires, les pneumopathies, il faut bien sûr rester systématique et d'éliminer ce qui est de plus grave et ce qui est plus probable. Et donc, c'est pour cela, ça nécessite une démarche systématique et rigoureuse. Et c'est pour cela on a besoin d'une coopération entre toutes ces spécialités afin d'être le plus efficace possible dans notre pratique. Et le centre d'experts. Le centre d'experts, il est qui déroule les recherches approfondies pour déterminer les antigènes qui peuvent donner les atteintes. Parce que bien sûr, l'immunologie, elle doit chercher les antigènes. Et donc, c'est pour cela, la recherche, elle va nous déterminer quel type d'antigènes peuvent donner l'allergie. Donc voilà, les critères diagnostiques incontournables de PHS sont l'exposition antigénique. Parce qu'on ne va pas faire une pneumopathie d'hypersensibilité si on n'est pas exposé. Et c'est pour cela, la notion d'exposition est importante, soit professionnelle, soit environnementale, etc. Et donc, il y a des éléments à l'interrogatoire et l'anamnèse qui peuvent nous orienter vers l'exposition. Et l'aspect typique du scanner thoracique, donc le verre dépoli, etc. Et la lymphocytose dans le lavage broncho-alvéolaire. Comme on a dit, le lavage broncho-alvéolaire, il était de prédominance CD8. Alors que le lavage broncho-alvéolaire standard, si on était dans le cadre d'une pneumonie par exemple, c'était à prédominance polynucléaire, PNN. Donc ce sont des différences qui nous orientent vers l'étiologie. Et donc lorsqu'on regroupe tous ces arguments, dans ce cas, si on regroupe tous ces arguments, donc on n'a pas besoin de faire une biopsie et on peut directement commencer à chercher, dire qu'il fait très probablement une allergie et donc on doit commencer à énumérer les étiologies possibles. Quels allergènes auraient pu donner cette pneumopathie d'hypersensibilité? Donc le traitement, le meilleur traitement bien sûr, c'est la soustraction de l'exposition. Si il n'est pas exposé à l'allergène, il ne fait plus de PHS, de pneumopathie. Donc le meilleur traitement, c'est de l'enlever, éviction de l'antigène. Mais si ce n'est pas possible, on peut lui donner un traitement curatif médicamenteux, notamment la corticothérapie, puisqu'il s'agit d'une réaction inflammatoire. C'est comme l'asthme. L'asthme et la BPCO, on peut donner les corticoïdes. Donc, corticothérapie systémique au long cours, soit dans le cadre d'une PID récente à évolution rapide, ou bien une atteinte extrathoracique lorsque la PID est grave. Donc, biopsie pulmonaire, on trouve une cellularité importante avec une fibrose modérée. Et donne les indications de la corticothérapie. Une PID au stade 1, c'est pas vraiment indiqué de donner les corticoïdes parce que vous connaissez très bien que les corticoïdes ont beaucoup d'effets secondaires. Donc, la corticothérapie a des indications qu'il faut respecter. Donc, lorsque les formes sont graves, dans ce cas, on indique la corticothérapie afin de diminuer l'atteinte. Mais surtout, il faut faire attention. Si le lavage broncho-alvéolaire il est neutrophile, les corticothérapies est contre-indiquée parce qu'il s'agit très probablement d'une infection. Donc il faut chercher, il faut éliminer l'infection, ensuite indiquer la corticothérapie parce que s'il y a une infection ou bien un tableau de surinfection, comme on a mentionné, c'était l'une des complications des PID, il faut arrêter les corticoïdes et traiter l'infection. S'il s'agit d'une infection bactérienne, on va donner l'amoxicilline ou bien les céphalosporines, etc. Donc ça dépend de l'agent incriminé ou l'agent mis en évidence. Si c'était d'origine tuberculeuse, les antibacillaires, etc. Et lorsqu'il
lorsque la surinfection disparaît, et ce n'est qu'après ça qu'on va remettre la corticothérapie. Secondairement à la corticothérapie, on peut donner des immunosuppresseurs. Pourquoi allons-nous donner les immunosuppresseurs? Parce que les immunosuppresseurs, ils permettent de diminuer la dose de la corticothérapie. C'est comme si c'était un traitement adjuvant. Donc, au lieu de donner une dose élevée de corticothérapie, on l'associe à des immunosuppresseurs et on donne des doses moindres pour éviter les effets secondaires. Donc, de type azatioprine, donc le nom commercial Immurel, etc. D'emblée, ou on relaie à une corticothérapie, ou bien lorsque la corticothérapie elle-même elle est inefficace. Donc, on donne en association pour rendre le traitement meilleur. Et un autre type de traitement, c'est les antifibrosants. Donc les antifibrosants, ils peuvent diminuer le degré de fibrose, de type pyrphénidone, nintedanib, etc. Et bien sûr, on peut suggérer aussi le traitement symptomatique. Si l'individu il présente une surinfection, on donne une antibiothérapie, soit à dose curative, ou bien une antibiothérapie à dose préventive. Parce que bien sûr, il peut se compliquer d'une surinfection. Donc on donne une antibiothérapie à dose préventive pour éviter la surinfection. Ou bien l'oxygénothérapie si elle présente un tableau d'insuffisance respiratoire, aggravation de l'hypoxémie. Et les anticoagulants pour éviter la thrombose veineuse. Donc prévention et traitement des accidents thromboemboliques. Parce que comme on a dit, il y a un risque. Surtout que les formes graves, elles induisent un alitement prolongé. Donc l'alitement, rappelez-vous, c'était un facteur de risque de thrombose. Et donc nous, d'une manière préventive, on pouvait prescrire des anticoagulants. Et bien sûr, le traitement préventif, donc éviter l'exposition. Si on évite l'exposition, donc ça veut dire qu'on ne va pas faire de pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, éviter l'empoussiérage, éloigner de la pollution et arrêter l'oxygénothérapie abusive. Parce que l'oxygénothérapie abusive elle-même, elle peut donner des atteintes pulmonaires et dépistage des allergènes exactement, des granulomatoses pulmonaires exogènes et mettre en évidence quel est l'agent causal. Parce que si on connaît quel est l'agent causal à un stade précoce, on peut instaurer des méthodes pour éviter l'exposition et donc on va arrêter l'évolution vers la fibrose. Et c'est ce qu'on veut, et c'est ça l'orientation qu'on préfère. Parce que prévenir est meilleur que de traiter. Parce que comme on a vu, les alvéolites, elles étaient réversibles. Mais la fibrose est irréversible. Donc si nous sommes capables de la dépister à un stade précoce, ça s'avère à éviter plusieurs complications graves. Et donc ça va revenir à éviter, éviter voilà, garder des ressources, de ne pas les dépenser beaucoup de ressources et d'économiser en termes de santé. Et voilà. Et bien sûr, l'aspect médico-légal, bien sûr, dans le cadre des pneumopathies d'exposition, on rentre dans le cadre des pneumopathies d'exposition. Et donc, si on est capable de mettre en évidence que son atteinte pulmonaire elle est liée à l'exposition professionnelle, l'individu, il peut être indemnisé dû à ces atteintes. C'est pour cela qu'il faut être rigoureux et systématique dans sa clinique pour être capable de réellement argumenter et de prouver que la lésion elle est liée à cette exposition professionnelle. Et dans ce cas, on peut, voilà, c'est pour ça que c'est très important parce que si on passe à côté, par exemple, d'une atteinte tuberculeuse, et voilà, c'est un grand problème. Ça s'avère non seulement à, imaginez avec moi, on est passé à côté de la tuberculose et on a prescrit des corticoïdes, donc ça va aggraver l'atteinte tuberculeuse et donc il y aura une atteinte au niveau de la santé. Elle va être gravement altérée. Mais la deuxième chose, c'est que lorsqu'on va présenter notre dossier médico-légal, il va être refusé parce que la démarche clinique a été inefficace et elle n'a pas été suffisamment rigoureuse. C'est pour cela qu'il est très important d'être capable de bien mener la démarche et d'être systématique parce que ça rentre surtout dans le cadre du médecine de travail. Voilà. Parce que beaucoup de fois, les PID sont dus à des maladies professionnelles. Donc voilà, c'est tout concernant ce cours. Il y a des pneumopathies d'hypersensibilité ou bien les granulomatoses pulmonaires exogènes. Voilà, si vous avez profité de ce cours, n'hésitez pas de laisser un like, un joli commentaire. Vous savez, j'aime toujours les lire et on se verra bientôt. Bon courage.